et compagnie, je vais lire des passages de l'éthique, et là, je comprends plus ou moins. Petite question, est-ce que tu connais, sans doute que oui, le nom de Karl Popper? Oui. C'est un épistémologue qui s'est rendu assez fameux par une notion qui a été diffusée en français sous le terme de infalsifiabilité ou l'adjectif infalsifiable. Tu as entendu parler de l'infalsifiabilité selon toi? Non, pas du tout. Pas du tout. On sait ce que c'est en sens courant le terme de falsifiable, mais Popper, aucun titre ne me vient à l'esprit pour l'instant, mais c'est parce que je suis fatigué. C'est un épistémologue, c'est-à-dire un spécialiste de la philosophie des sciences, estime que pour être examinable, une théorie en science doit pouvoir être prouvée ou réfutée. Si dans l'écriture ou la présentation de la théorie, on ne trouve pas le moyen de prouver que c'est vrai, ou prouver le contraire, c'est-à-dire réfuter, eh bien on n'est pas dans la science. Donc la falsifiabilité est une condition sine qua non pour Karl Popper de la vérité philosophique en matière de science. Alors, au lieu de dire réfutable, je ne sais pas quel mot anglais, falsifiable sans doute ou quelque chose comme ça, il a pris, mais c'est traduit par falsifiable, il estime que ce qui n'est pas falsifiable, c'est-à-dire dont tu n'as pas la possibilité de prouver que c'est faux, ni de prouver que c'est vrai, eh bien, n'est pas recevable scientifiquement. Et moi, ce que je crois, et j'en finis avec Spinoza là-dessus, c'est que, et beaucoup d'autres font pareil, Kant par exemple, hein, écrit d'une manière telle que tu ne peux, enfin en tout cas dans l'éthique, dans le traité théologico-politique, c'est pas la même chose, mais dans l'éthique, tu ne peux pas arrêter cet auteur en pointant telle ou telle phrase et en disant ça, prouvez-moi la vérité, ou permettez-moi de vous prouver que c'est faux. Tu ne peux pas dire en prenant aucune phrase, aucune page de l'éthique, ceci n'est pas vrai. Parce que c'est écrit de telle manière que ce qui est dit est irréfutable. C'est pourtant censé être une preuve mathématique. Autrement dit, non, oui, si on veut. Ah, la méthode géométrique qu'il utilise, bon. Tout à fait. Selon lui, c'est une démonstration mathématique, tout à fait. Donc, effectivement, on devrait pouvoir prouver l'erreur. C'est impossible. Alors, j'en ai terminé quand je te dirai que je t'enverrai en mail 2 ouvrages qui peuvent être utiles, surtout si tu avais accès aux bibliothèques, parce que toutes les semaines, on aurait 5 ou 6 livres à acheter. Hein. Un de Mizrahi qui s'appelle 101 mots pour comprendre Spinoza. 101 mots pour comprendre Spinoza. Et l'autre s'intitule le vocabulaire, ou non, dictionnaire de Spinoza. Dictionnaire de Spinoza. Et tu as pour Mizrahi 101 mots, et pour l'autre c'est à peu près pareil. Tu as un dictionnaire, et tous les mots principaux employés par Spinoza, à commencer par Dieu évidemment, à commencer par nature, mais aussi âme, conscience, connaissance, satisfaction, bonheur, etc., etc. Tous ces mots sont pris un par un et par ordre alphabétique, et tu vois les références dans l'œuvre. Et ça m'aide. Alors avec ça, j'arrive à comprendre un peu Spinoza. Autrement, c'est impossible pour moi, en tout cas. Mais enfin, comme tu dis, hein, c'est une quête de 2 à 3, voire 4 années. C'est une quête de plusieurs années. Absolument.
Absolument. Avec un crayon à la main et en lisant 5-6 fois. Mais c'est vrai pour les principaux philosophes, hein. Tout des cas, entre parenthèses aussi, pour évidemment comprendre Spinoza, il faut partir de Descartes, hein. Il faut partir du dualisme cartésien qui est l'idée qu'il y a un corps et un esprit qui forment l'homme et que ce sont deux réalités, deux substances. Voilà encore un terme extrêmement important pour Spinoza, la substance, que l'homme est fait de deux substances qui, comment dirais-je, s'articulent, on ne sait pas trop comment. Pour Spinoza, il n'y a pas deux substances, mais une seule, mais c'est toi qui nous diras ça dans 15 jours. Accrochez-vous bien, hein. Ouais, En tout cas, je crois que l'intérêt est soulevé. C'est quand même extrêmement important. Alors, j'ai préparé quelque chose. Il faudrait que, déjà 24 minutes, je ferai que survoler ma préparation. Déjà 24 minutes de passé. J'ai voulu faire le point. Alors, je vais enregistrer l'écran, partager l'écran. Bon, si jamais je me mélangeais les pinceaux, c'est tout à fait possible. Restez ensemble, je me déconnecterai et je tâcherai de réapparaître. Voilà, la préparation du jour. Tiens, je vais commencer par quelque chose. Je vais commencer par la fin. Je vous avais parlé de schéma, non? Oui. Ah oui, oui, c'est vrai, oui. Et je vous avais annoncé que moi j'en ferai un aussi et que je vous le présenterai. Oui. En toute simplicité. Le voilà. Le voilà. Mais je dois vous dire que je l'ai fait au bout d'un certain nombre de rectifications. Je suis passé par ce stade-là, le truc que vous voyez du côté droit de l'écran, hein, c'est-à-dire un schéma où vous avez bonheur au centre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 notions qui forment un cercle autour de bonheur. Alors, je suis parti de l'idée que je vous disais le jour, regardez à gauche, c'est pour celle, notamment Arlette, mais aussi Patricia et Catherine, qui n'a pas fait grand-chose, qui, Arlette disait qu'elle avait du mal à faire un schéma ou un tableau. Si vous pouvez faire une liste, vous pouvez très bien faire un tableau. Regardez du côté gauche de cette image avec le mot bonheur. Tout simplement, au lieu de l'écrire sur une ligne, eh ben, je l'ai mis dans un carré. Et puis, à côté du carré, j'ai mis 2 autres carrés et cela forme une ligne horizontale. Je pourrais très bien aussi les mettre en vertical. On est d'accord? Tout le monde me suit? Oui, oui. D'accord. Donc, ne me dites pas que c'est tellement dur. Vous pouvez faire un schéma en partant d'une ligne horizontale ou verticale. Si vous pouvez mettre un carré, 2, 3, vous pouvez en mettre 4, 5, 6, 7, 8. Dès l'instant où il y en a plus de 3, dès l'instant où il y en a 3, vous pouvez déjà former un triangle. Oui ou non? Ah oui, oui, bien sûr. Oui. Et ici, en dessous et en dessous, là, vous voyez la flèche, là, quand je bouge? Oui. Bon, vous pouvez mettre des mots et vous pouvez tirer des traits, des flèches, allant de là à là. Si vous en avez 3, vous pouvez en avoir 4. Et au lieu de former un triangle, vous allez former un rectangle. Et si vous en avez 5, vous pouvez très bien former une croix, comme ici. Du côté droit,
en bas, d'accord? Tout le monde est d'accord? Oui, oui. Bon, non, il y a bonheur, mais vous mettez ce que vous voulez dedans. Et c'est ce que j'ai fait. Ne regardez pas du côté droit, regardez du côté gauche pour l'instant. J'ai mis bonheur et après j'ai mis désir et destin. Ça formait un triangle et j'ai continué en m'interrogeant sur la question des conditionnements culturels qui, comment dirais-je, conditionnent, c'est le cas de le dire, le bonheur, les conditionnements sociopolitiques du bonheur, les conditionnements psychiques et somatiques du bonheur et les conditionnements, par conditionnement, j'entends les facteurs qui vont jouer sur le bonheur. Hein. Donc, vous avez des facteurs culturels. Le bonheur au XXIe siècle, c'est pas le bonheur au XVIIe hein, en France. C'est pas le bonheur en France, c'est pas le bonheur en Chine, etc., etc. Ce sont des aspects culturels. Les aspects sociopolitiques, c'est trop évident ce que c'est. Et d'ailleurs, on va en reparler aujourd'hui, et on va parler de Robespierre et de Saint-Just. Mais il y a aussi des aspects psychiques et somatiques au bonheur. Vous me suivez? Et question, est-ce qu'il n'y a pas aussi des aspects spirituels et transcendantaux? C'est à la fin de ma réflexion que je me pose cette question. Et du côté droit, j'ai organisé la réflexion sous forme de ces rectangles que vous voyez disposés eux-mêmes en cercle. D'abord, il y avait le bonheur comme ça, en croix, et puis j'ai mis le bonheur au centre et j'ai distribué certains aspects qui touchent au bonheur, qui sont en rapport avec le bonheur, et je les ai disposés en cercle, les uns par rapport aux autres. Alors, par exemple, on voit que le bonheur, on s'en rappelle depuis le début, on nous signale que le bonheur a un rapport avec le plaisir. Très bien, j'ai mis plaisir là. Pour l'instant, il n'y avait rien d'autre. Hein. Il n'y avait rien d'autre. Bonheur et plaisir. Il n'était pas positionné comme ça à ce moment-là. Hein. Mais bonheur et plaisir sont arrivés très vite ici, si vous voulez. Bonheur, plaisir. Et pensant au plaisir, j'ai pensé aussi à ce que disent beaucoup de philosophes de l'Antiquité, c'est une question de sagesse. Bon, j'ai écrit ici, là par exemple, bonheur, plaisir, sagesse. Et puis j'ai mis dans un autre truc désir. Voilà. J'avais par exemple au départ quatre carrés qui étaient bonheur, plaisir, sagesse, désir. Et puis j'en ai rajouté au fur et à mesure selon les idées qui me venaient. Et quand j'en ai eu toute une série, à peu près ces 10 ou 11 là, je me suis mis à établir une relation entre eux du point de vue de l'antagonisme. Et je me suis rendu compte que, à l'opposé du plaisir, il y a l'ascèse. Et l'ascèse est une autre façon d'envisager la question du bonheur. Rappelez-vous, il y a plusieurs semaines, quand Olivier nous parle du bonheur du point de vue monastique. Pourquoi un moine va-t-il choisir de s'isoler de la vie sociale courante et de se priver de beaucoup de choses, si ce n'est pour atteindre une certaine forme de bonheur? Vous me suivez? Donc, plaisir et ascèse sont des couples, en fait. Et tous ces mots-là que vous voyez sont des couples de notions opposées
mais liés. Ce sont des frères ennemis ou des sœurs ennemies, si vous voulez. Par exemple, l'esprit a un rapport avec son opposé qui est la matière. Vous me suivez? Oui. Toujours? J'ai toujours l'impression, j'ai toujours peur d'ennuyer quand je parle comme ça longuement. L'esprit est opposé à la matière. Alors, les mots, il faut s'en méfier. C'est un petit peu secondaire. On peut en trouver d'autres. On pourrait trouver, au lieu de matière, corps, et au lieu d'esprit, psychisme. Mais l'esprit en dit peut-être plus. Avec le désir, par exemple, vous avez son opposé, qui est le manque. Avec la liberté, ici, vous avez son opposé, qui est la contrainte. Avec la sagesse, vous avez quelque chose qui est, d'une certaine manière, son opposé, son destin. Donc, je conclus que ce qui est à chercher par ce moyen du tableau, c'est pas de faire un truc parfait, c'est de faire un truc qui vous permet d'organiser, de structurer votre réflexion pour arriver à sortir une pensée cohérente au sujet de quelque chose. Et là, par exemple, si on s'arrête à ce stade, qu'est-ce que l'on va pouvoir dire? Eh bien que le bonheur, mais je vous l'avais déjà dit aussi, n'est pas une notion simple, mais c'est une notion qui est associée à beaucoup d'autres. Rappelez-vous que j'avais parlé des atomes et des molécules. Un atome de ceci plus 3 atomes de cela et 5 atomes d'encore autre chose, et ben ça donne une molécule d'un certain élément physique et chimique qui a tel ou tel nom. Le bonheur n'est pas une notion simple, c'est une notion combinée qui se combine avec beaucoup d'autres. Quels autres? Eh bien, moi, j'ai pensé à ceci, mais ce n'est pas du tout une vérité dogmatique indiscutable. Et rappelez-vous des schémas qu'avait fait, par exemple, Olivier, qui reliait le bonheur au travail, mais aussi à je ne sais plus combien d'autres notions. Et cette représentation qu'il avait n'était ni plus ni moins juste que la mienne. C'était l'approche qu'il envisageait à ce moment-là, ce jour-là, de faire du bonheur, mais beaucoup d'autres sont possibles. Je voudrais m'arrêter un instant et vous revoir parce que pendant ce temps-là, je ne vous vois plus et je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si on n'est pas parti. On est toujours là. Pendant ce temps-là. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Bon, ça me rassure. Alors tout ça pour dire qu'en plus, plus vous travaillez, manipulez les idées sous cette... Oui, Patricia. Oui, par rapport à ta carte, oui. Je ne l'avais pas du tout compris dans ce sens-là. J'avais compris qu'on fait une carte du bonheur, ce qui nous semblait important pour trouver le bonheur. Mais pas parce que quand tu mets le manque, c'est justement, c'est contradictoire au bonheur. Mais moi, j'étais plus dans le côté positif pour trouver le bonheur. J'avais pas compris comme ta carte à toi, quoi, ce que tu fais en mettant les opposés. Et, en fait, les opposés fait que c'est une impossibilité au bonheur avec ce que tu mets c'est yin et yang, là. Tu mets les opposés. Moi, j'avais compris que c'était que ce qui était important pour le bonheur. Mais moi, je ne comprends pas tout à fait comme ça quand même, parce que l'opposé, par exemple, la ceste,
Eh ben, ça peut être une forme de bonheur quand même, c'est pas forcément l'opposé. Oui, l'astase, oui, mais quand tu parles du manque, par exemple. Alors, il y a tant de choses à dire. Si, mais tu peux t'y remettre. Hein. L'idée, justement, je ne sais pas où elle est quelque part dans mon ordinateur, mais je ne vais pas me lancer là. Tu l'as pas sous la main, Olivier, le schéma que tu nous avais fait? Oui, il faudrait qu'on décortique aussi celui-là une fois, Oui, parce tu que l'as pas, Olivier? c'était autre chose. Alors, je l'ai sous la main, il n'y a pas de souci. Ouais, tu peux nous le montrer? Alors, ouais, je le cherche 2 secondes. Alors, lequel, on parle de quel schéma? Pas la Celui. première carte, la deuxième où il y avait des ronds, beaucoup Ok, de ronds en vert. ok. Alors, il est. Mais justement, Oui. c'est bien de voir les deux. Voilà, je l'ai sous les yeux. Tu l'as sous les yeux, Ouais. tu ne peux pas nous le montrer, il faudrait que tu partages. Si, bien sûr, bien sûr. Tu peux? Oui, tout à fait. Vas-y. Alors, hop. Voilà. Voilà, vous le voyez. Voilà. Alors, Euh, regarde bien. C'est un peu petit, on ne peut pas l'agrandir. il est, voilà, C'est bon, là, c'est bon. il est très différent. Oui, c'est pour ça. Je disais que c'est bien de décortiquer celui-là aussi. Alors, je peux juste en dire un mot, si tu veux, bien sûr, Jean-Paul. vas-y. La question de Patricia est intéressante hein, parce que là, moi, parce que Absolument. j'avais proposé plusieurs versions. Hein. J'ai mon dictionnaire du bonheur là, que j'avais réalisé sous forme de carte heuristique. Et suite à la suggestion de Jean-Paul, j'avais associé la notion de bonheur aux notions étudiées par les jeunes de terminale en philosophie. Et sur ce jour-là, hein, je m'étais dit, voilà, pour moi, aujourd'hui, j'ai fait percuter des réformes de retraite. Aujourd'hui, je peux encore Oui. en parler avec Oui. l'actualité du jour. J'avais mis la question des droits de l'homme, la partie Saint-Just, parce qu'on en avait parlé lors de l'atelier, et la partie salut. D'ailleurs, il y a une faute d'orthographe ici. La partie salut, puisqu'on avait parlé de ces choses-là ce jour-là. Donc, effectivement, comme le dit Jean-Paul, on pourrait l'interpréter, le réinterpréter en fonction de ses humeurs, en fonction de l'actualité, en fonction de plein de choses. Et ce n'est qu'une vision et qu'une version possible du bonheur. Hein. On voit bien, c'est complètement différent de ce qu'a proposé Jean-Paul et de ce qu'il a réfléchi. Et c'est complètement différent de ce que j'avais fait la première fois. Oui, mais tu fais bien. J'avais oublié l'historique de cet exercice parce que c'était un exercice que je demandais aux uns et aux autres, à chacun, de faire personnellement. Et on était parti de l'idée qui reste pour moi très très importante et que je répéterai encore, que la philosophie telle qu'elle s'enseigne dans nos écoles en terminale met en valeur, selon les filières, 17, dans d'autres filières c'est 24, mais 17 notions qui sont des notions classiques de, on les voit là, religion, État, justice, liberté, devoir, conscience, langage, art, le temps, je ne sais plus quoi. Ce sont 17 notions qui permettent aux jeunes de notre société de s'initier à la philosophie. Il ne faut pas croire pour autant, c'est ça que je disais, que la philosophie se limite à 17 Oui, bien sûr. Oui. Elles sont innombrables, les notions philosophiques. Tout est philosophie. Je sais pas moi, un morceau de papier, une pierre, peut être examiné d'un point de vue philosophique. Dans la pierre que vous prenez,
Ben, il n'y a pas que de la pierre. Il y a quoi d'abord? Ben, il y a une notion qui est très fondamentale qui s'appelle l'être. E, accent grave, T-R-E, l'être est dans la pierre. S'il n'y avait pas l'être dans la pierre, il n'y aurait pas de pierre. Donc, vous voyez que si vous voulez philosopher, vous allez décortiquer les notions qui se combinent. Et j'en étais arrivé à vouloir dire que les notions simples n'existent pas véritablement à l'état naturel, ni à l'état philosophique. Le bonheur ne va pas sans, d'une manière ou d'une autre, d'autres notions. La vie d'abord. Il faut qu'il y ait quelque chose de vivant pour qu'il y ait la question du bonheur. Le bonheur ne se pose pas, par exemple, pour la pierre. Est-ce qu'elle se pose pour l'animal? Je n'en sais rien. Probablement que oui. Oui. Par contre, par exemple, la sagesse ne se pose pas pour l'animal. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en philosophie, la difficulté va être la combinaison des notions. Et ce qu'il y a de particulier pour le bonheur, on l'a vu dès les premières séances, c'est que le bonheur, premièrement, tout le monde, c'est à réexaminer et on le fera. Mais rappelez-vous, Aristote le premier nous affirme, et ça a été repris par tout le monde, et c'est repris d'ailleurs entre parenthèses par Spinoza, tout le monde veut être heureux. Est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. Moi, je crois que non. Mais en tout cas, c'est une idée très répandue. Le bonheur a une dimension universelle, premièrement. Deuxièmement, c'est une des choses qui ont été dites tout de suite par les philosophes de l'Antiquité, Aristote, Platon, Sénèque, Lucrèce, etc. Le bonheur est difficile à définir et il semblerait qu'il change beaucoup selon les uns et les autres. C'est ça dont il faut se souvenir qu'on avait vu pour comprendre l'exercice que j'ai demandé. Et ce que j'ai demandé, c'est donc d'associer à chacun, d'associer le bonheur suivant les associations qu'il a envie de faire. Si tu, Patricia, n'associes pas le bonheur au manque, mais si tu associes le bonheur à la recherche, le bonheur à l'effort, ou le bonheur au travail, ou le bonheur à l'amour, ou à ce que tu veux, hein, eh bien, tu vas nous organiser un schéma où ces autres notions vont apparaître. Et ce que Olivier, si j'ai bien compris, a fait, c'est qu'il a mis le bonheur au centre des 17 notions, ou 20, je ne sais pas, des notions classiques. Parce que c'était une façon de démarrer. Et les notions qui n'ont pas de grand rapport avec le bonheur, eh bien, apparaissent en vert et n'ont pas de lien dans son schéma. Celles qui, au contraire, ont un lien avec le bonheur sont en bleu et ont un lien qui indique justement le rapport. Et c'est très intéressant. Par exemple, le bonheur, bien sûr que le bonheur a un rapport avec l'État. Bien sûr que le bonheur, vous voyez, a un rapport avec la religion. Ben, moi, par exemple, dans le schéma que j'ai fait, j'ai évidemment oublié volontairement les 17 notions classiques, ce n'était pas le sujet. J'ai mis celles qui me venaient à l'esprit. Hein. Je n'ai pas mis l'État, par exemple. C'est peut-être parce que je ne suis pas suffisamment sensible à la politique. Je n'ai pas mis la religion en tant que telle. Par contre, j'ai mis quelque part, que je vais vous montrer après, la transcendance. Donc, si tu fais ton schéma, Patricia, tu le fais en fonction des associations qui te viennent à l'esprit,
entre le bonheur et autre chose. Le bonheur et la liberté, le bonheur et, je sais pas, hein. Tu l'as dit, tu penses positivement au bonheur. Moi, j'ai fait mon schéma, mais bon, il est peut-être simpliste, mais j'ai pris les notions du bonheur qui étaient les essentielles pour moi. Mais absolument, 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 absolument. Mais il faut commencer par le plus simple. Et c'est pour ça que j'ai montré tout à l'heure une ligne et trois carrés, avec dans un écrit bonheur, dans les autres rien, mais j'ai rajouté tout de suite plaisir, et j'ai rajouté, qu'est-ce que j'ai rajouté? Voyons, voilà, j'avais rajouté, donc, ici, là, tu vois, bonheur, bonheur, j'avais rajouté plaisir, ici sagesse, et là, j'avais rien mis. J'avais commencé par quelque chose de simple. Bonheur, plaisir, sagesse. Pourquoi j'avais commencé comme ça? Mais parce que Aristote le dit comme ça. Mais après, je vois aussi, et je ne l'avais pas suffisamment dit, mais il le faudra, hein, que, et je ne l'avais pas dit, et pourtant c'est dit par Platon, le bonheur a un rapport avec le désir. Donc, si j'en reviens à ça, donc je vais finir par me prendre les pinceaux. Voilà. Si je restais dans le simple, hein, je mettrais bonheur, plaisir, sagesse, désir. Avec ça, déjà, tu peux faire une réflexion profonde sur le bonheur. Mais en séparant les notions les unes des autres, tu vas être amené à les associer après avec d'autres notions. Si tu as écrit ici à côté de bonheur, plaisir, eh bien, bientôt, il va apparaître une notion telle que le temps ou la durée. En l'occurrence, c'est pareil. Le problème du plaisir, c'est qu'il est passager. Et le bonheur aussi, souvent d'ailleurs, hein. Donc le bonheur a un rapport évidemment avec le temps. Je ne le fais pas apparaître dans mon schéma, parce qu'on ne peut pas tout dire. Mais en partant du simple, dès l'instant où tu approfondis, tu vas bien finir par entrer dans quelque chose de moins simple. Et la philosophie, c'est quand même, c'est tout un problème ça, c'est à la fois la complexité et la simplicité. Il faut passer de l'un à l'autre. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, oui. Alors, on va, oh là là, il n'y a plus que 8 minutes, catastrophe. J'ai rien dit de ce que j'avais préparé. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais vous montrer quand même mon dernier schéma. Voilà. Alors oui, je n'ai pas dit, pour revenir à ça, pourquoi est-ce que j'ai fait, une fois que j'avais fait la croix, là, enfin le schéma avec les trucs, je me suis dit, on va réunir tout ça par un cercle. Hein. Et puis, chemin faisant, quand j'ai fait ce cercle, je me suis rappelé qu'on avait travaillé un petit peu le bouquin de Luc Ferry, La spiritualité laïque, et on avait évoqué, rappelez-vous, un débat entre Luc Ferry et Michel Onfray, où il était question de transhumanisme et de posthumanisme. Eh bien, j'ai mis ces deux mots en travers sur ce cercle gris. Je ne vous parle pas
des côtés, droite et gauche, transcendante, spiritualisme. Hein. Je vais vous en dire 2 mots tout de suite après. Mais là, transhumanisme, oui, je vois. pardon? Oui, oui, je vois, je dis transhumanisme. Donc, je le ferai apparaître si je peux, non. Il ne faudrait pas que je perde. Là, voilà. Donc, je n'étais pas tout à fait satisfait. J'étais un peu plus content quand je me suis dit, tiens, sur ce cercle gris, je vais mettre ici transhumanisme. Et comme on voit qu'il forme une espèce de cercle mouvant, hein, on passe du transhumanisme au posthumanisme. Tout ceci pour me dire que cette réflexion-là, sans ces mots-là, se justifie par l'ici et le maintenant. Pour moi, le bonheur, si je veux travailler sur le sujet, ça passe par la réflexion sur toutes ces notions associées. Mais cela m'amène, grâce à Luc Ferry et grâce à Michel Onfray, à penser que la question, elle est vue aujourd'hui en homme, d'ailleurs pas jeune, du début du XXIe siècle, un autre plus tard, à la fin du XXIe siècle, verra sans doute les choses autrement, parce que nous sommes dans un cercle qui nous fait passer de l'humanisme où nous étions, qui peut produire cette pensée-là, à une pensée différente, parce que justement, les choses auront changé. Ouais. Ah oui, oui. Et pour en terminer, ayant rajouté transhumanisme et posthumanisme, vous vous rappelez de la différence entre les deux, hein? Transhumanisme, c'est l'humanisme amélioré selon Luc Ferry par la durée de la vie, qui passe maintenant à 150 ans, voire 250 ans. Mais ça n'a rien à voir, selon Luc Ferry, avec le posthumanisme, tandis que pour Michel Onfray, le transhumanisme conduit au posthumanisme, et le posthumanisme, c'est entre autres la possibilité de modifier complètement l'être humain et de fabriquer un être nouveau, par exemple en nous incorporant des trucs qui comment dirais-je, sont de l'ordre de la technique, en nous incorporant, je ne sais pas quoi. Bon, bref, tout ceci pour dire que j'ai terminé ma réflexion en me disant, eh bien, il faudrait se poser la question du bonheur selon la transcendance. Je passe sur le terme palingénésie parce que ça me mènerait à beaucoup de développement. C'est un équivalent de réminiscence ou éternel retour ou réincarnation, des choses comme ça. Le bonheur ne se pose pas du tout de la même façon si l'on croit, par exemple, comme les bouddhistes, que nous nous réincarnons et que nous revenons sans arrêt à la vie. Vous me suivez ? Et puis, la question ne se pose pas de la même façon selon qu'on est spiritualiste ou matérialiste. J'en ai terminé avec ça. Olivier va nous quitter dans quelques minutes et nous, on va suivre de près. C'est très différent de ce que j'avais préparé, mais alors, est-ce que je pourrais demander à Patricia un petit travail pour la semaine prochaine ? J'ai mis la main sur son livre. Laisse-moi regarder. Tu l'as lu en entier ? Non, j'en suis un tiers. Ce que j'ai envie de te demander, si tu veux, c'est de choisir n'importe quel chapitre, celui qui te parle le plus. Et tu nous le résumes tout simplement. Tu nous dis ce que tu trouves dedans, ce qui t'intéresse dedans. Un chapitre que tu as lu, évidemment. Tu nous fais ça ?
Allô? Là, j'avais déjà fait le petit travail là, que vous avez demandé là sur le bonheur. Oui? Est-ce que c'est à moi? Ah oui, c'était ça aujourd'hui. Le droit Attends, est- tu nous as dit le travail, mais tu m'as montré un papier blanc. Tu m'as montré un papier blanc. Vous avez demandé la semaine dernière voilà, de faire un travail. Est-ce que le bonheur, c'est un droit? J'ai donné des Ah, croquettes. absolument, absolument, absolument. Et tu as écrit quelque chose? Oui, bah, j'ai Oui. essayé. Hein. Tu peux nous dire? Mais tu aurais pu m'arrêter dès le début hein, en voyant que je prenais une direction opposée. Oui, bien sûr. Je vous laisse. Salut, au revoir Olivier. Alors, à Bientôt. dans 15 jours. Hein. Exact. Olivier, Ciao, Bientôt. Olivier. Au revoir. Salut. Salut. on reste un petit peu. Fais pas chaud. Non seulement j'avais demandé ça, effectivement, mais je prévoyais aujourd'hui de faire la séance là-dessus, tu vois. Est-il un droit de l'homme? Oui, c'est ça. Mhm. Voilà, c'est ça. Hein. Mais il se trouve que, donc ça c'est la préparation, tu vois les vignettes du côté gauche de l'écran, hein. C'est tout ça que j'ai préparé pour aujourd'hui, mais j'ai cru bon, parce qu'il y avait longtemps qu'on n'en avait pas parlé de ce schéma, de revenir à cette affaire-là, et on y a passé Oui. tout le temps. Hein. Oui, oui, mais c'était très bien d'ailleurs de reparler de ça. C'est bien parce que vous avez parlé plus que d'habitude et vous ne pouvez pas me faire plus plaisir que justement en exprimant ce que vous pensez de toutes ces questions. Hein. Donc, je n'ai pas du tout voulu, Patricia, te mettre au silence et je suis très intéressé par ce que tu vas nous dire. On va prendre encore quelques minutes et on y reviendra peut-être la semaine prochaine, parce que tu vas nous dire sur la question de le bonheur est-il un droit de l'homme? Qu'est-ce que tu as répondu? Non. J'ai répondu non, en gros. Mais il fallait le faire, tu avais dit en quelques lignes, donc j'ai fait une page. Hein. Tu peux me l'envoyer, la scanner, me l'envoyer, tu vas la lire, tu vas nous la lire, mais j'aimerais bien la lire à tête reposée. Est-ce que tu peux me l'envoyer, non? Après. Oui, il faudrait que je la tape alors, parce que Non, j'écris. tu la scannes comme ça, ton écriture est lisible. Hein, Oui, mais je suis pas sûre que ça soit très philosophique. Hein. T'inquiète pas. Est-ce qu'il faut j'ai toujours du mal avec ça. Est-ce qu'il faut parler en général ou est-ce qu'il faut donner son avis? C'est une très bonne question. Mais... Alors, si je réponds en termes simples, de oui ou non, il ne faut pas donner ton avis, il faut parler, comme tu dis, en termes généraux, mais c'est à prendre avec beaucoup de distance, ce que je dis. Ce qu'on te demande en philosophie, du moins quand tu es dans un cadre scolaire, c'est pas notre cadre, hein, c'est non pas de dire ce que tu penses, mais tu dois nous montrer que tu peux penser méthodiquement. Et ça, c'est un point important. Méthodiquement, ça veut dire quoi? Cela veut dire selon certaines règles. Si tu dis ce que tu penses spontanément, ça ne veut pas dire du tout que ce soit pas intéressant. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de penser ce que tu penses, et ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas dire à un moment ou à un autre ce que tu penses. Il faudra au contraire qu'arrive un moment où tu diras ce que tu penses, mais tu le diras dans une conclusion
dans une fin d'exposé, dans une fin de raisonnement, au cours duquel tu auras d'abord montré que la question t'est apparue non pas selon tes prédispositions, non pas selon ta sensibilité, non pas selon les influences historiques qui auront joué sur toi, sur ton esprit. C'est pas comme ça que tu penses philosophiquement. Philosophiquement, tu penses à une question selon la raison, hein, et pour cela, il faut déjà que tu prennes le soin de définir avec autant de précision que possible, et c'est justement très difficile concernant le bonheur, c'est également difficile concernant le droit, et le droit, c'est encore autre chose que les droits de l'homme. Il va falloir, si tu es dans une démarche philosophique et que tu veux répondre à la question, et tu as le droit de dire non, ce n'est pas un droit de l'homme, tu as le droit de le dire, mais il faudra d'abord que tu aies bien précisé ce que tu entends par bonheur. Ensuite, il faudra que tu définisses ce que tu entends par droit de l'homme, par droit d'abord, et par droit de l'homme après. Et il faudra qu'au passage, tu montres que tu sais, plus ou moins, évidemment, quand on est au début, on n'est pas supposé tout savoir, hein, mais tu sais plus ou moins que d'autres ont parlé de ces questions. Avant toi, on a réfléchi au bonheur et aux droits de l'homme. Ça, c'est utile, c'est ça qui te permet. Alors, tu peux dire que c'est une façon de voir générale, oui, si on veut. C'est surtout une façon de voir méthodique. Est-ce que je suis assez clair pour ça, hein? Oui, mais c'est vrai que j'ai du mal à penser philosophiquement. J'ai tendance à m'impliquer, à donner le fond de ma pensée. Alors, c'est un obstacle, c'est le gêne pour la pensée philosophique. Et ça ne veut nullement dire que tu dois changer d'avis. Mais ça veut dire, par contre, que tu peux envisager de changer d'avis ou de nuancer certaines de tes positions spontanées. La pensée philosophique n'est pas la pensée naturelle spontanée. Voilà. Oui. Par contre, tu peux tenir tout à fait dur comme fer à tes positions, mais tu vas trouver normalement dans cette démarche que je suis en train de te dire, c'est-à-dire une démarche d'approfondissement, des raisons supplémentaires de penser ce que tu penses. Parce que c'est pas parce que tu penses spontanément que tu penses mal. Mais si tu étudies la question, eh bien, soit tu trouveras des raisons supplémentaires de penser ce que tu penses dès le début, ou bien peut-être que tu modifieras tes positions sur un point ou sur un autre. C'est tout ça, c'est l'intérêt de la philosophie. Sinon, c'est pas la peine. Alors, lis-nous ce que tu as écrit et envoie-le-moi dès que tu peux en scannant ça. Lis-nous, mais comme ça va passer très vite, je ne ferai pas le commentaire qui serait intéressant parce qu'il me faut un petit peu de réflexion et de distance. D'accord. On t'écoute. Alors, avant de parler du bonheur est-il un droit, voici la définition, enfin, une des définitions la plus en accord avec ma pensée. Il s'agit d'un état durable de plénitude et de satisfaction agréable et équilibrée de l'esprit et du corps. Stop, excuse-moi, bah ça c'est déjà bien, hein. Ouais. Ça correspond à ce qu'on te demande. Tu définis le bonheur, c'est bon ça. Alors, la souffrance, l'inquiétude, le trouble sont absents. En philosophie, le bonheur peut être divisé en deux types de bonheur. En un, le bonheur eudémonique, c'est-à-dire le bonheur provenant de notre épanouissement, de l'utilisation de nos compétences pour poursuivre des objectifs qui ont du sens pour nous.
Et en 2, le bonheur hédoniste qui est lié à la poursuite du plaisir et de l'expérience de certains stimuli. C'est très bon, c'est très juste. Alors, après, le bonheur n'est pas palpable. Il peut être là sans que nous en ayons conscience. Il faut le penser pour le matérialiser. Nous en prenons conscience quand il nous échappe. Et là, je mets une citation d'une phrase que j'aime bien. On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va. Phrase de Prévert où Jouvet, j'ai pas réussi à savoir. Le doute subsiste, voilà. Certaines personnes se satisfont de peu et atteignent le bonheur, alors que d'autres, trop exigeants, ont une incapacité à atteindre ce bonheur, car ils sont trop ancrés dans la satisfaction de leurs désirs et en veulent toujours plus. Je crois que le droit serait plutôt de donner les moyens aux humains de l'atteindre en favorisant les conditions de celui-ci, c'est-à-dire l'accès aux soins pour tous, la liberté. En favorisant les conditions de celui-ci, c'est-à-dire l'accès aux soins pour tous, la liberté, la nourriture et ainsi que l'autonomie. Il vaut mieux défendre un droit à la recherche du bonheur plutôt qu'un droit au bonheur. Avec l'avènement de la démocratie, le droit au bonheur que les Américains ont inscrit dans leur constitution légitime demande une certaine aisance matérielle qui satisfait la société de consommation. Voilà. Bah, écoute, je ne pouvais pas espérer mieux. Je suis sûr que tu ne nous aurais pas écrit ça en septembre dernier à notre première ou deuxième rencontre. Vrai ou pas vrai? Je sais pas. Je sais pas. Bon. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Ça me fait regretter d'avoir passé tout ce temps-là sur mon schéma, mais c'est pas grave. Et ça me réjouit même parce que je pense que la semaine prochaine, on reprendra, comme ça m'évite d'avoir à travailler encore d'ici jeudi prochain, parce que tout ça était compris dans ce que je voulais dire aujourd'hui. On passe ça en revue. Tu te souviens de ce que j'ai appelé, et vous aussi, Catherine et Arlette, l'échelle de Maslow? Oui, l'échelle de Maslow, ouais. Non, mais c'est rien. Non. Moi, le nom, je me souviens, mais je ne sais plus après. Bon, Non, c'est une pyramide. Oui, une pyramide. On en reparlera. Hein, on en reparlera. Ouais, ça me dit rien. Et donc, tu vois, le dictionnaire de philosophie nous dit bien ce que tu as dit à propos du bonheur. C'est un état de contentement total, stable et durable qui représente un optimum existentiel pour la vie terrestre. Ben, c'est ce que tu as fait. Tu as bien commencé par définir le bonheur. J'ai pas défini le droit. Tu n'as pas défini le droit, absolument, absolument. Mais c'est pour ça qu'on est là. C'est justement parce que j'avais l'intention de vous amener à découvrir la notion de droit. Et une chose est le droit, une autre chose est les droits de l'homme. Donc, à la question, le bonheur est-il un droit? Quand tu réponds, est-il un droit de l'homme? Quand tu réponds non, tu as raison si on entend les droits de l'homme au sens ordinaire que ça a pris depuis les déclarations de 1789. Il y en a d'ailleurs une autre en 1793
et une autre en 1795 en France, mais vous avez aussi des déclarations ou l'équivalent des déclarations des droits de l'homme en Amérique avant 1789. En 1776, la déclaration d'indépendance des États-Unis, quand ils rompent les liens avec la Grande-Bretagne dont ils étaient une colonie, ils revendiquent la recherche du bonheur comme un droit fondamental. Donc, le bonheur est-il un droit de l'homme? Oui et non. Alors, c'est souvent d'ailleurs une réponse qu'on a intérêt à faire en philosophie. Oui et non, cela dépend du point de vue. Et on développe les points de vue. Et on finit par dire, le mien, c'est celui-ci parce que. Donc, la philo, c'est pas t'interdire de penser, bien au contraire, c'est t'apprendre à penser plus fermement. Donc, le bonheur est-il un droit de l'homme? Oui et non. C'est un droit de l'homme, un droit naturel. C'est-à-dire que la condition humaine fait que tu as le droit d'être libre. Mais non, cela ne figure pas dans ce qu'on appelle les droits de l'homme, parce que les droits de l'homme ne relèvent pas du droit naturel, mais de ce qu'on appelle le droit positif. Or, le droit naturel et le droit positif s'opposent l'un à l'autre. Les droits naturels sont ceux que la nature te donne. Les droits positifs sont ceux que la société te donne et, plus que te donne, te garantissent. Or, la nature te donne le droit d'être heureux, mais ne te garantit pas que tu vas l'être. Bien au contraire, la nature, au contraire, très souvent, t'empêche d'être heureux. Alors, est-ce que le droit positif te garantit d'être heureux? Eh bien, en réalité, non. Parce que la plupart du temps, les législateurs, derrière le droit positif, il y a des règles, il y a des lois, et elles ont été écrites par les hommes. Derrière le droit naturel, il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien qui ait été pensé, si ce n'est éventuellement par Dieu créateur. Mais, donc, le bonheur n'est pas un droit de l'homme, il n'est pas garanti par aucun État, mais il est un idéal et les droits de l'homme représentent un idéal. Donc c'est assez compliqué, mais c'est toujours le cas en philosophie. En philosophie, ce qu'on fait, c'est couper les cheveux en quatre à l'infini. C'est-à-dire qu'un cheveu, tu le coupes en deux, et puis chaque partie, tu vas le couper en deux, et puis chaque partie, ça s'appelle d'ailleurs la régression à l'infini. Et c'est ça qui, d'ailleurs, au bout d'un moment, fatigue de la philosophie. Il y a beaucoup de gens, j'en fais partie, des gens qui s'écartent de la philosophie. J'y reviens, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai abandonné la philosophie. La philosophie, c'est un jeu qui consiste à un peu tourner en rond, comme les Dupont dans le... Catherine, arrête de dormir, réveille-toi. Bon, Patricia, tu m'envoies ta feuille? Tu peux m'envoyer ta feuille, Patricia? Ouais. Mais en fait, j'ai fait court parce que tu avais dit en quelques lignes. Donc, je n'ai pas trop développé plus que ça. Tu avais demandé en quelques lignes. Oui, mais ces quelques lignes, est-ce que tu peux me les envoyer? Oui. Comme ça, on y reviendra la semaine prochaine, mais on reprendra point par point. Il y a plusieurs choses encore à dire sur ton truc. Tu aurais bien marché en philo, hein? Tu aurais bien marché. Bon, on va s'arrêter là. D'accord. Merci. Attends, je vais quand même montrer un petit peu, si j'y arrive, que j'avais prévu. Voilà. Donc, en vitesse, on passe
on passe les diapos, on les reverra la semaine prochaine. Hein. Donc, alors, je conseille, entre parenthèses, Patricia, tu m'as dit que tu n'as effectivement pas défini droit de l'homme, un tout petit peu droit, mais pas suffisamment. Alors, c'est toujours la même chose, hein, beaucoup de choses dans Wikipédia. Moi, je n'arrête pas de faire de la réclame pour Wikipédia. Tu as un long article sur droit de l'homme, que voilà. Ouais. Je rappelle les constitutions alors la constitution, les droits de l'homme de 1789, les voilà. Hein. Il y a une déclaration universelle des droits de l'homme qui date de 1948, qui a été faite à Paris d'ailleurs, par la femme de Roosevelt qui était mort, hein, Eleanor Roosevelt. Mais les droits de l'homme de 1789, qui ont 17 articles, ne garantissent pas, parmi les droits garantis, tu as la liberté, l'égalité, tu as la propriété, tu n'as pas le bonheur. Les constituants, les révolutionnaires de 1789 n'ont pas osé garantir le bonheur. Par contre, ils mentionnent dans le préambule, vous voyez les premières lignes là, si on agrandit, on verra mieux, peut-être. Mais le bonheur, c'est subjectif. Avec les mêmes conditions, toi, tu seras heureux, ton voisin, il ne sera pas heureux. C'est complètement subjectif, le bonheur. Attends, c'est subjectif, oui, bien sûr. Voilà. Et c'est pour ça que les politiciens, un tant soit peu responsables, ne garantissent pas le bonheur. Alors, c'est toute une histoire. Il y a plusieurs déclarations des droits de l'homme. Hein. Il y en a une en 1793, et celle-là, justement, mais c'est la seule, elle garantit le bonheur dans l'article 1. Mais on verra ça la semaine prochaine. Hein. On reverra ça la semaine prochaine. Je repasse à 75. Voilà, il y en a une autre en 1795. La déclaration des droits de l'homme de 1789, la déclaration des États-Unis en 1776, 1793, je viens d'en parler. Et voilà, alors je définis les droits de l'homme, le droit des gens, le droit naturel et le droit positif. Tu vois, je définissais tout ça et je parle de Robespierre et de Saint-Just, etc. Et là, justement, dans le bouquin que tu as, Patricia, tu as vers la fin la volonté des Lumières, page 107, et une idée neuve en Europe, la phrase de Saint-Just est mentionnée par l'historienne Arlette Lafarge. Ce bouquin est bon, hein, tu as bien fait de le prendre. Ben, bon, il est à la portée de tous, il vulgarise. Et dans un langage simple, c'est accessible. Oui. C'est le cas de Comte-Sponville. Hein. Voilà. Bon, le chat avait faim. Le chat avait faim, d'accord. Oui. Bon, nous aussi, enfin, moi, j'ai été lui mettre des croquettes. J'ai fait un 4 heures substantiel avant de commencer la séance, mais je vais me mettre au lit. Bon, on va regarder les infos. Hein. Vous savez que Macron et Elisabeth Borne ont décidé d'utiliser le 49.3. Ouais. Ça peut nous amener des temps assez agités, hein, parce qu'il pourrait y avoir dissolution de l'Assemblée, vote d'un motion de censure et dissolution de l'Assemblée, hein, et réélection. Ça se pourrait. On verra. Bon, on verra. Voilà. Bon. Allez, bye bye à tous. Bye bye et à la semaine prochaine. Merci de votre participation. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon. Alors, Arlette, on
on reste ensemble. Oui. Jeudi prochain, moi, je serai pas là. Hein. Catherine s'est barrée aussitôt qu'elle a pu. Oui, en courant, en courant. Elle dormait. Jeudi prochain, moi, je serai pas là. Hein. Ah, et comment dirais-je, et Olivier Legrand non plus. Ça fait rien. Non. Je ferai plus en détail ce que j'ai pas fait aujourd'hui. Mais moi, j'ai trouvé bien que tu reviennes sur les schémas là pour les commenter, parce que tu vois, je me demandais pourquoi il y avait des ronds en bleu et des ronds en vert. Je n'avais pas compris moi pourquoi. Et puis, on avait besoin d'en parler un petit peu pour les comprendre. Parce que Absolument. pour moi, tout n'est pas si évident que ça. Hein. Il y a plein de choses que je ne sais pas. Ouais. N'oublie pas ça. Hein. Non, mais je n'oublie pas. Je n'oublie pas. Bon, ce qu'il Alors, faut... j'essaye d'assimiler tout ça, mais j'ai beaucoup de retard sur tout le monde, forcément, puisque j'ai jamais fait. Si, c'est comme ça que je le juge. T'as vu qu'il y a les pingouins derrière moi? Oui. Bon, c'est bien, ça rend bien ça. Hein. Oui, c'est pas mal du tout. Voilà. Bon, je suis fatigué, tu t'en doutes, et j'ai hâte de me mettre au plumard. Bon. Ben, moi, je vais regarder la télé ce soir parce que on va en voir du cinéma. Parce qu'ils sont tous à s'acheter des tas de trucs. Oh, vraiment, je les trouve quand même d'un niveau bas. Hein. Scandaleux. Oui. Scandaleux. Bon. Et tous, hein, les Ciotti et compagnie, ils ne sont pas mieux que les autres. Hein. C'est le système. Oui, mais c'est trop bas à ce niveau-là. Ces gens-là devraient être au-dessus de la mêlée quand même. Hein. C'est un système. Ou alors ne pas être là. Absolument. Bon, allez, bonne soirée et à demain. Alors, a priori, tu sais pas évidemment si tu viens dimanche. Samedi, si, je viendrai forcément. Enfin, un des jours forcément, parce que sinon, on ne se verra pas avant que j'ai été opérée. Jeudi prochain, donc on sera le 23, je serai encore là pour 5 jours. Hein. Je suis là jusqu'au 28. Donc, je suis là pour 12 jours, quoi, presque 2 semaines. J'ai reçu un coup de téléphone de Philippe. Alors, j'ai eu le malheur de lui dire, tu sais que je suis venu de Paris pour 16 €. Bon, ça commence à l'énerver parce que pour lui, c'est pas le problème. Hein. Mais moi, j'arrête pas de me réjouir quand même. Pas 16, 19. 19 €, c'est vraiment rien. Hein. C'est pas la peine. Oui, bien sûr. On prend déjà ça presque pour aller à Brest, aller-retour. Presque, oui. Voilà. Bon, vivement que je me couche. Allez, mais il faut regarder les infos d'abord. Allez, je passe un coup de fil à Catherine. Elle a décroché dès qu'elle a pu. Allez, à plus. D'accord. Au revoir.